Chers téléspectateurs, bonsoir et merci à vous d'être au rendez-vous pour cette nouvelle édition. À l'aune de l'actualité de ce soir, toujours dans le cadre de son déplacement à Abu Dhabi pour participer à l'Annual Investment Meeting 2024, le président de la République Haj Rasouel a rencontré Cheikh Chakbout Nahyan Al Nahyan, ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis. Il s'agit de la deuxième rencontre officielle entre les deux parties et la volonté de travailler ensemble dans les domaines porteurs de développement s'est confirmée. Les Émirats arabes unis sont prêts à accroître leur investissement à Madagascar dans de nombreux secteurs tels que le tourisme, l'agriculture, l'industrie, le commerce et l'énergie. Et dans les actualités également, la campagne électorale pour les législatives a débuté ce jour. Certains candidats du parti Irmar ont débuté la leur par des cultes et des séances de prière. D'autres ont effectué de grands carnavals. Résumé dans ce reportage de toute l'équipe de la rédaction. Le début de la campagne électorale pour le candidat numéro 1 Irmar dans le 5e arrondissement, Nevraoldine, a débuté par un culte suivi d'une présentation des réalisations dans les 27 Fouktan qui constituent cet arrondissement. Par la même occasion, le QG Imbosalam a été inauguré. Convaincus par ces réalisations, les partis Team Yuvafzir, UNRRM, TMH, IFI, ProANR, CSANR, l'association Miel et le KMD ont renforcé leur soutien au candidat numéro 1 et ses colistiers. Les habitants du 5e arrondissement sont également convaincus que le candidat Nevraoldine sera élu, mais le but est de remporter les 2 sièges dans cette circonscription. Du côté du 6e arrondissement, un carnaval qui a débuté à Mbudvunkel pour rejoindre Mboudiad a été effectué par la candidate numéro 3 de l'Irmar, Tintel Irazanamandimsou et ses partisans. Après ce premier jour, les descentes sur terrain pour présenter ses programmes de développement à la population se succéderont pour les 19 prochains jours. Et le candidat député de l'Irmar, Johnny Rakoutoarsou, et le deuxième de sa liste, Blaise Randjamanaten, ont également commencé cette campagne par un culte œcuménique au temple FJKM Internet Bemazaz. Les supporters du candidat numéro 2, dans le bulletin unique, sont venus en masse pour le soutenir. Ces partisans, même issus du parti Team, sont conscients de tout le travail effectué par le député Johnny dans le district d'Amboujachim, raison de leur soutien. Après le culte, le candidat numéro 2 dans le district d'Amboujachim a inauguré le quartier général au SK Mélodie Mandjambéro. Toujours dans le cadre des élections, les documents relatifs aux élections législatives du 29 mai sont arrivés ce jour à l'aéroport international d'Ivatu. Selon les explications du président de la CENI, ils seront dispatchés à partir de vendredi. Par ailleurs, les spécimens que les candidats utiliseront lors de la campagne électorale sont également disponibles. Les détails avec Anduniana Martina et Nzar Ranjansu. Procès-verbaux, bulletins uniques et autres documents relatifs aux élections législatives du 29 mai sont arrivés ce jour à l'aéroport international d'Ivatu après leur édition en Afrique du Sud. Ils seront dispatchés à partir de ce vendredi dans les 120 districts, selon le président de la CENI, Dame Arsène Ndjanarsed. Toutes les procédures sont déjà mises en place pour la protection de ces documents. Concernant les spécimens à utiliser par les candidats durant la campagne, ils seront également disponibles. Le président de la CENI a exhorté les candidats à respecter la loi durant cette campagne. 573 candidats sont enregistrés dans toute l'île pour cette législative. Concernant les électeurs, la distribution des cartes d'électeurs a commencé. Le directeur de cabinet de la CENI a déposé sa démission avant qu'il ne déclare son soutien au candidat Irmar dans le district d'Ambatfinanjan, précise le président de la CENI, Dame Arsène Ndjanarsed, ce jour. Selon lui, la CENI respecte la loi dans la réalisation de sa mission.
Dans les actualités sociales, la réhabilitation de la route d'Amboutfassen, commune d'Ambatolamptima-Fout, district d'Amboujatchim, figure parmi les travaux pris en charge par la région d'Analamang. Le pavage de ce tronçon est d'une grande qualité, raison pour laquelle le gouverneur de la région d'Analamang est venu voir ces travaux ce matin. Cette réhabilitation a été effectuée suite à la demande du député élu dans le district d'Amboujatchim, Johnny Rakoutoarsou, et du maire de la commune, selon les explications. Profitant de l'occasion, le gouverneur d'Analamang a également visité l'avancement des travaux de construction du village artisanal au Lake Village Ivatu, un projet présidentiel dans la région d'Analamang est à la charge. La réhabilitation porte sur le pavage d'une voie longue de 700 mètres à Amboutfassen, commune d'Ambatolamptima-Fout, district d'Amboujatchim. C'est une route très fréquentée, mais dont se plaignent les usagers à cause de son état de délabrement, surtout pendant la saison des pluies. Suite à la demande du député élu dans le district d'Amboujatchim et du maire, la région Analamang a pris en charge sa réhabilitation. Eraso Marmak, le gouverneur de la région Analamang, a précisé que la réhabilitation a été effectuée à la demande des députés proches du pouvoir afin que la population bénéficie de réalisations contribuant au développement. Ainsi, il appelle la coopération de tout un chacun pour voter pour le candidat proche du pouvoir le 29 mai prochain. Cette route en pavé est une réalisation de qualité effectuée par la région Analamang, raison pour laquelle le gouverneur de la région Analamang y a effectué une visite afin de voir si la coopération avec l'entreprise en charge des travaux se poursuivra pour d'autres projets dans la région Analamang. En effet, des réhabilitations de routes sont déjà en cours dans 5 districts de la région Analamang, à savoir un Jamassen, un Varajan, un Kasbe, un Dzurbe et ici un Amboujatchim, selon le directeur des infrastructures et du développement de la région Analamang. Les rues de la capitale en sont également concernées. Par ailleurs, le gouverneur d'Analamang a également visité le village artisanal du Lake Village Ivat pour y voir l'avancée des travaux. À noter qu'il s'agit d'un projet présidentiel dont la région Analamang est partenaire avec le ministère des Travaux publics et le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. De nombreux problèmes rencontrés par les agriculteurs de la région d'Anossi depuis de nombreuses années sont désormais résolus grâce à la mise en place par le gouvernement de nombreuses stratégies visant le développement du milieu rural. Un nouveau magasin de stockage a été construit dans la commune de Ranmafan. L'objectif est de promouvoir les moyens de subsistance des agriculteurs. Cela fait également partie des solutions à l'insécurité alimentaire dans la partie sud de l'île. Antonia Martina pour plus de détails. Ce nouveau magasin de stockage de la commune de Ranmafan, dans le district de Tolania, région d'Anossi, a une capacité de 100 tonnes selon les informations. Ranmafan est l'une des communes qui produisent le plus au sein du district de Tolaniar et les 16 organisations paysannes de la municipalité bénéficieront de cette infrastructure. Ce projet fait partie de la stratégie du gouvernement visant à améliorer leurs moyens de subsistance. Il existe différents types de cultures et grâce à de tels magasins de stockage, les agriculteurs seront en mesure de faire face au changement climatique dans le sud de l'île, explique la gouverneure Voire-Koutvelmanatsou. Il n'y aura plus de communes oubliées, c'est désormais une réalité au sein de la région d'Anossi, a affirmé cette dernière lors de l'inauguration de cette infrastructure d'une valeur de 100 millions d'ariars et fruit du partenariat avec le programme DEFI mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. L'Union des coopératives des transports urbains estime que le cahier de charges régissant les transports à Antananarivo est devenu obsolète et ne correspond plus aux réalités actuelles. Pour améliorer le système de transport urbain, elle préconise une révision de ce document en collaboration avec la municipalité d'Antananarivo. Le président de l'UCTU a réaffirmé le soutien de cette union à la municipalité dans la gestion des transports publics de la capitale. Antonia Martina, Nzaranjiansu. L'UCTU précise que la municipalité d'Antananarivo et l'agence de transport terrestre assument des rôles distincts mais complémentaires dans la gestion des transports publics à Antananarivo sans confusion de responsabilité. Cependant, cette situation n'est pas transposable aux communes voisines où l'UCTU observe une confusion des rôles entre différentes entités responsables. C'est pourquoi l'association s'oppose à la fusion envisagée de la gestion des transports urbains pour Antananarivo et ses communes périphériques.
L'UCTU exprime son soutien ferme à la municipalité d'Antananarivo dans sa gestion des transports publics, tout en reconnaissant la nécessité de moderniser et de développer le secteur des transports. L'UCTU souligne l'importance de former tous les acteurs concernés au changement envisagé. La mise à jour du cahier des charges des transports urbains, devenu obsolète face aux réalités actuelles, est une étape clé pour améliorer le système de transport à Antananarivo. L'UCTU a déjà formulé des propositions en ce sens. La municipalité d'Antananarivo organise un atelier pour discuter du renouvellement du livret des transports urbains. Cet atelier aura lieu incessamment, affirme-t-elle. Et en réponse aux demandes formulées par les étudiants la semaine dernière, une rencontre a eu lieu lundi dernier entre les responsables du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, présidée par le directeur général de l'Enseignement supérieur, le professeur général André Pierre et le doyen de la faculté des sciences et les représentants des étudiants de l'université d'Akatsu. Les autorités ont immédiatement trouvé une solution permanente aux doléances des étudiants. Ainsi, un forage sera effectué à la faculté des sciences d'Akatsu pour les approvisionner en eau. Concernant la connexion, il existe déjà un accord entre le ministère et l'université afin qu'elle puisse être utilisée. Après Akatsu, il y a eu également une discussion avec les représentants des étudiants du lycée polytechnique de Woudvourne. Il a été décidé qu'après cette première distribution de bourses, le ministère procédera immédiatement à la préparation du prochain paiement. Nécrologie à présent. Le roi du Sakalava Menabe, Magloire Kamam, a rendu l'âme hier à l'âge de 83 ans. Il est le petit-fils de Pierre Kamam, arrière-petit-fils du roi Touer, Anjiamila Fikariv, et avait été intronisé roi du Menabe en 2018, après le décès de la reine Georgette Kamam. Il avait été élevé au rang de commandeur de l'ordre national pour l'ensemble de sa carrière politique et son dévouement au service du pays, il y a 4 ans. Le monde de l'art et de la culture malgache est également en deuil. L'artiste polyvalent Guy Radzovic, plus connu sous le nom de Gzi, est décédé hier après une vie dédiée à l'expression artistique et à la préservation de l'identité malgache. Gzi a rendu l'âme à l'âge de 81 ans, laissant derrière lui un héritage artistique riche et varié, marqué par sa collaboration avec sa compagne Ma. Gzi était bien plus qu'un artiste visuel. En effet, en tant qu'auteur-compositeur et chanteur, il a chanté les oreilles avec ses chansons dans la légendaire Bessurungul, qui reste gravée dans les mémoires de nombreux malgaches. Il était également un érudit passionné de l'histoire de Madagascar et de son identité culturelle. La grande famille de Viva présente ses condoléances aux familles endeuillées. Et on poursuit avec les actualités internationales. Personnage clé du procès au pénal de l'ancien président et candidat américain, l'actrice X Stormy Daniels a livré mardi un témoignage accablant sur la relation qu'elle a eue en 2006 avec Donald Trump. L'ex-président a toujours démenti cette aventure extra-conjugale et aurait versé $130 000 au cours de paiements dissimulés, nécessitant la falsification de documents comptables pour taire cette relation. 304. Son témoignage est le plus attendu du procès au pénal de Donald Trump. Stormy Daniels, Stephanie Clifford de son vrai nom, a prêté serment mardi. Vêtue de noir, manifestement nerveuse, elle décrit d'abord son enfance, puis son parcours dans l'industrie pornographique, avant d'en venir au moment crucial, sa rencontre avec Donald Trump en 2006 lors d'un tournoi de golf. Elle affirme que le milliardaire déjà marié avec Melania l'invite alors à dîner. La suite se serait déroulée dans une chambre d'hôtel où l'ancien président l'accueille en pyjama. Elle décrit un homme arrogant et grossier avec lequel elle finit par avoir une relation sexuelle dont elle ressort traumatisée. La femme de 45 ans évoque la honte et le blackout auquel elle assimile l'épisode. Donald Trump, lui, a toujours démenti avoir eu un rapport sexuel avec l'ancienne star de film X, mais 10 ans plus tard, alors que la campagne présidentielle de 2016 touche à sa fin, Stormy Daniels reçoit $130 000 pour taire la relation.
Un paiement dissimulé, désormais au centre de l'affaire, qui vaut 34 chefs d'accusation de falsification de documents comptables à l'ancien président. Mais même condamné, Donald Trump pourrait toujours se présenter le 5 novembre prochain contre Joe Biden dans la course à la Maison-Blanche. Le président chinois Xi Jinping poursuit sa tournée européenne en Serbie, l'un des plus proches alliés de Moscou en Europe et un partenaire économique de la Chine. La date de cette visite coïncide avec le 25e anniversaire du bombardement de la capitale serbe par l'OTAN durant la guerre avec le Kosovo, lors duquel l'ambassade de Chine avait été frappée, causant la mort de 3 journalistes chinois. France 24. Après la France, direction la Serbie. Un virage à 180 degrés pour le président chinois qui poursuit sa tournée européenne chez l'un des plus proches alliés de Moscou en Europe. Accueilli chaleureusement par le président Aleksandar Vučić, Xi Jinping veut réaffirmer les liens étroits qui unissent la Chine et la Serbie. Une coopération vue d'un très bon œil par certains habitants de Belgrade. Je pense que c'est une chose excellente, cette visite du président de l'un des pays les plus puissants au monde. Parce qu'il nous aide beaucoup et nous protège dans les institutions internationales. La Chine utilise l'Est du continent comme point d'appui pour ses ambitions économiques croissantes en Europe. L'année dernière, Pékin et Belgrade ont signé un accord de libre-échange, faisant de la Chine le deuxième partenaire commercial de la Serbie. Depuis la fin des années 2000, les entreprises chinoises investissent des milliards de dollars en Serbie, notamment dans les secteurs miniers et manufacturiers. Les deux pays sont également proches sur le plan diplomatique. La visite de Xi Jinping à Belgrade coïncide avec le 25e anniversaire du bombardement de l'OTAN dans la capitale serbe lors de la guerre du Kosovo. Des frappes qui avaient touché l'ambassade de Chine, faisant 3 morts. Un contentieux diplomatique fort entre Pékin et l'Alliance Atlantique que le président chinois n'a pas manqué de rappeler dans une tribune publiée dans le quotidien serbe Politika. Il y a 25 ans aujourd'hui, l'OTAN bombardait de manière flagrante l'ambassade de Chine en Yougoslavie, tuant 3 journalistes chinois. Nous ne devrions jamais l'oublier. Le peuple chinois chérit la paix, mais nous ne permettrons jamais qu'une histoire aussi tragique se répète. Xi Jinping se rendra dans la foulée en Hongrie pour rencontrer le président Viktor Orban, qui courtise également les liens économiques avec l'Empire du Milieu. Il était l'un des seuls dirigeants européens avec Vučić et Poutine à se rendre à Pékin lors du dernier forum des nouvelles routes de la soie en octobre dernier. Pour terminer, la fermeture du terminal de Rafah a été un coup de poignard pour les Gazaouis. Une file interminable de camions chargés d'aide humanitaire attendent de pouvoir entrer à Rafah. Cette frontière était aussi le seul point de sortie pour les Gazaouis malades et blessés vers l'Égypte. France 24. Le blocage de Rafah et la fermeture totale du terminal, c'est un véritable coup de poignard pour les Gazaouis. Ce terminal, c'était le seul passage qui n'était pas directement contrôlé par Israël et c'était le point principal pour l'entrée de l'aide humanitaire. Donc on parle de biens qui sont essentiels à la survie des Gazaouis comme les médicaments, la nourriture, l'eau et le fioul. Hier, l'ONU a averti qu'il ne lui restait plus qu'1 jour de réserve de fioul pour faire ses opérations humanitaires dans la bande de Gaza. Alors cette nuit, on a vu des images publiées par Reuters qui montraient une file interminable de camions qui attendaient devant le terminal de Rafah chargé d'aide humanitaire et qui attendaient pour pouvoir entrer. Le terminal de Rafah, c'est aussi le seul point de sortie pour les Gazaouis blessés, malades, les patients qui jusqu'à maintenant pouvaient sortir en Égypte et se faire soigner. Et donc le mois dernier, le journal Middle East Eye estimait que chaque jour, environ 450 Gazaouis réussissaient à fuir les combats à Gaza via ce terminal. Ainsi se termine cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de notre programme, la série Dynastie. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée sur Viva. Au revoir.